Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, le COVID-19 et le confinement qu'on a dû vivre a complètement changé la manière dans laquelle notre organisation et les organisations y fonctionnent. Et les gens ils commencent à dire « Ah, ces technologies qu'on a mises chez nous, ça nous a fait avancer de 3, 4, 5, 6 ans dans la technologie. On fait des choses différemment qu'on faisait avant. On fait des visioconférences. Les séances ils sont organisées différemment. Le leadership il est différent. La manière dans laquelle les gens ils travaillent sont différents. Les gens ils disent « Ouais, c'est génial, ces changements sont vraiment bien, puis ça va rester dans l'organisation, que ça fait partie de notre culture de l'organisation. » Chaque fois que quelqu'un me parle de changements qu'ils ont faits comme si c'était effectué, je dois sourire. Je souris parce que, comme quelqu'un qui est expert dans le changement, qui mène les organisations à travers le changement, qui est une organisation spécialisée dans le changement culturel, je vois les inhibiteurs et les problèmes qui vont avoir lieu le moment que le confinement est fini et la situation retourne au normal. Et donc, moi, je peux simplement dire qu'il est évident que la plupart des gens et les organisations, ils surestiment le changement qui va avoir lieu une fois que le confinement il est fini. Ce qui m'a intéressé de faire la vidéo, c'est qu'en fait, beaucoup de ces changements dans lesquels les gens ils parlent de quelque chose qui est important pour vous. Il y a un changement que vous aimeriez avoir, vous. Il y a des changements qu'on aimerait tous savoir. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a un changement qui est vraiment bien, et moi, je vois qu'il y a très peu de chances qu'elle va pouvoir exister après. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer que ce changement qui a eu lieu reste dans l'organisation. Cette situation, ce changement de confinement, c'est extraordinaire parce qu'elle a complètement bafoué les règles normales d'un projet de changement. On a commencé avec le changement. Et maintenant, on doit garder le changement, ce qui est complètement différent. La partie la plus compliquée, elle est faite. La partie du changement, elle est faite. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même faire la stratégie. Il faut quand même prendre le temps pour décider qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, mettre les règles, regarder si on a besoin de former quelque chose ou faire des décisions relatives à comment on fonctionne comme leader. Après ça, la structure, mettre ça rapidement en place. Puis après, la situation ne retombe pas, on met ça en application, on ancre le changement. Si on ne fait pas ces choses, on ne va pas ancrer le changement. Et malheureusement, on croit qu'on a changé parce que c'est habituel maintenant. Je crois tout le temps que c'est en permanence cette situation. En fait, ils ne sont pas en permanence. Et ça, c'est le piège. C'est que tout changement que vous n'avez pas fait dans les bonnes étapes, tout changement qui n'est pas fait, qui n'est pas ancré, est voué à être retiré. Ça va commencer à se défaire, défaire jusqu'où, je ne sais pas. Mais croire que vous allez maintenir ça, il y a très peu de probabilité que ça va arriver. Donc, mon conseil pour tout le monde, c'est que cette situation est incroyable. On a fait des changements spectaculaires. On a fait des évolutions incroyables dans l'organisation. Il faut définir ces choses. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut garder. Il faut vite faire une stratégie derrière ça pour assurer, pour mettre ça en place et ancrer ce changement. Comme ça, on ne retourne pas en arrière. Alors, une chose qui est importante, c'est de comprendre pourquoi les gens ils pensent que certains changements sont permanents et pourquoi on ne va pas retourner en arrière maintenant qu'on les a faits. En fait, la première chose, c'est que dans tout projet de changement, la chose la plus compliquée, c'est de changer les habitudes des gens, de changer les attitudes. Comme ça, on veut faire quelque chose, après de mettre en application quelque chose pour assez longtemps pour changer des habitudes. Et ça, c'est la partie qui est le plus compliquée. Mais avec le COVID-19, le confinement, on n'avait pas eu le choix pour certains changements. On n'a pas demandé si vous voulez faire le changement, on a dit voilà le changement que vous devrez faire. Et les gens, ils n'ont pas eu des difficultés intellectuelles parce qu'ils ont dit je dois faire ça parce que je n'ai pas le choix et donc j'accepte de le faire. Et puisqu'ils l'ont fait pour assez longtemps, c'est devenu habituel. C'est devenu normal pour moi. Et une fois que quelque chose devient habituel pour moi, normal pour moi, ça semble normal. C'est comme ça que je pense que ça va continuer. L'organisation, puisque le changement est forcé sur elle, elle n'a pas les résistances vers ce changement. Toute l'organisation veut faire ces changements. Il y a des choses qu'on devrait faire, qu'on n'a pas le choix, qu'on devrait mettre en application. Donc, la culture de l'organisation, ça stimule ces changements qu'on veut faire et ça ne résiste pas à ces changements qu'on veut faire. Et donc, ça crée un terrain facile pour faire ces changements.
Et donc, quand on voit que l'organisation elle est pour le changement, et puis on voit que les gens ils ont fait le changement, il est très facile de penser qu'en fin de compte, le changement il est permanent. Ça va rester comme ça tout le temps. En fait, ce n'est pas vrai. C'est vrai parce qu'on est dans une situation qui a forcé le changement. Mais le moment que la situation retourne comme c'était avant, le moment que le confinement a fini et qu'on retourne à notre norme, on change la situation. La culture qu'on avait avant redevient forte. On peut à ce moment-là perdre les améliorations qu'on a faites. Pour comprendre cela et la fragilité des changements qui ont lieu, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer un peu la théorie du changement. Je vais essayer de faire assez court, mais il faut quand même comprendre certaines parties de la théorie pour comprendre l'urgence qu'on a à faire certaines choses pour garder les améliorations ou les changements qu'on trouve positifs. Alors ici, j'arrive sur les étapes de changement. Tous les changements culturels doivent suivre un certain chemin pour accomplir le changement. Il y a certaines règles et principes relatifs à ces changements, c'est qu'on doit suivre ces étapes dans son ordre. Alors ici, première chose, c'est définir la stratégie. Donc à partir de là, on arrive sur développer le leader. S'il y a un changement dans l'organisation de culture, automatiquement, on doit faire un changement relatif aux attitudes, aux compétences, comportements des leaders. Il faut savoir que la culture de n'importe quelle organisation est rien d'autre que le résultat normal du fonctionnement des leaders. Et donc, si on veut changer la culture, on doit automatiquement changer comment les leaders font quelque chose. Sans ça, on n'aura pas de changement. À partir de là, on a quels sont les changements techniques ou dans la structure de l'organisation qu'on doit mettre en place pour avoir les changements qu'on veut ici. Donc, on doit développer ces capacités dans l'organisation. Alors, dans la Fondation Ensemble, ça veut dire par exemple les 3-3 qu'on a mis en place, les systèmes de communication qu'on a mis en place, les post-leadership trainings qu'on a mis en place, les post-strategy sessions, etc., etc. Le quatrième étape, c'est mobiliser les employés. On mobilise les employés qu'une fois que la stratégie est claire, on sait ce qu'on veut, qu'on a développé les compétences des leaders, les attitudes des leaders pour donner un support relatif à ce qu'on veut changer. On a créé l'infrastructure nécessaire pour faire ces changements et qu'à ce moment-là, est-ce qu'on dit on veut mobiliser les employés, on veut les inviter à être des acteurs dans le plan de changement et que quand eux ils sont acteurs, est-ce qu'on a le vrai changement? Jusque-là, presque tout ça, c'est que la préparation au changement. La mobilisation des employés, c'est la dernière partie de la préparation, c'est juste les rendre en action, les engager avec nous dans le changement. Cinquième étape, c'est supprimer les inhibiteurs. Les inhibiteurs sont toutes les formes de résistance au changement. Et puis, une fois qu'on commence à bouger, parce qu'à partir de là, vraiment, l'organisation est en action, est en mouvement. Le moment qu'on se met en mouvement, on va voir tous les contre-mouvements, toutes les résistances qui vont arriver de la part de l'organisation. On doit les identifier et éliminer les inhibiteurs qui vont nous permettre de mettre en pratique notre plan d'action pour aller en avant, pour accomplir nos objectifs. Une fois qu'on a éliminé les plus grands inhibiteurs, on commence vraiment à changer la culture. On fait ça étape par étape. On prend toutes les choses qu'on veut changer, mais dans un certain ordre. Et puis, tranquillement, on change la culture de l'organisation. Ça, c'est la partie qui est le plus important et le plus long dans l'organisation de faire. C'est ce changement de la culture. Une fois qu'on a changé la culture, on arrive sur la septième étape, c'est ancrer les changements. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ancrer ce changement dans l'organisation pour faire qu'elle soit ancrée et forte. Comme ça, on ne va pas retourner en arrière. Donc, ça prend aussi de l'attention et de travail juste pour l'ancrer. Dans nos projets de changement, il y a tout le temps le huitième, c'est l'amélioration continue. C'est-à-dire que si on a développé les compétences de changement dans l'organisation, les systèmes de changement dans l'organisation, les leaders, ils ont les compétences de changement. On a avec les employés, même chose, on a commencé avec le changement, on a mis des attitudes de changement, des compétences de changement. Avec ces compétences-là, il est très facile de tout simplement améliorer la performance et les résultats en continu, parce qu'on n'a que besoin de faire cela. Donc ça, c'est pour nous le huitième étape du changement. Ce n'est pas un changement elle-même, c'est juste la continuation de certaines parties du changement.
Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID-19 ou avec le confinement, ce qui est différent. Si on arrive ici et puis on dit qu'il y a les étapes de changement qu'on doit faire, puis on doit faire toutes ces différentes étapes de changement pour faire un changement, il faut savoir que le changement de confinement qui est dû au confinement, ce n'est pas une décision de la direction, c'était une décision du gouvernement. C'était des lois qu'on a dû suivre, on n'avait pas le choix, c'était des obligations. On a dit, vous allez faire comme ça, vous ne pouvez plus avoir tant de personnes ensemble, on peut pas, les gens qui sont à risque ne devraient pas venir au travail. Et puis il y a tout plein de règles qui sont mises en place. Les enfants, ils n'étaient plus à l'école. Et puis en fait, ce n'était pas une stratégie de la direction, c'est des obligations. On n'a pas développé les leaders, on n'a pas créé des structures, on n'a pas mobilisé les employés. En fait, ce qu'on a, on arrive directement dans le 6. Directement ici. C'est-à-dire que le plan de changement, c'est le gouvernement qui dit « voilà ce que vous devrez faire ». Et nous, on était dans le mettre en application ça la meilleure manière possible. Ce qui était intéressant avec ce changement, c'est qu'on n'avait pas les résistances habituelles. On ne nous a pas demandé si on veut travailler à la maison ou pas. On ne nous a pas demandé si on peut travailler avec 100 personnes dans une salle ou pas. On a dit non. On ne peut pas avoir tant de personnes. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Bien, voilà comment vous devrez faire. Donc, le problème, c'est que les changements qu'on a maintenant, ce n'est pas des changements qui sont dus à une décision de l'organisation, de la direction. Ça ne fait pas partie de la stratégie. On ne s'est pas mis d'accord sur ces changements. On n'a pas développé des compétences ou des attitudes relatives à ça. On a dû le faire. Donc, il se peut que moi, mon attitude, c'est que j'aime pas faire ça. Ce n'est pas mon style de le faire. Mais à ce moment-là, le gouvernement dit « tu dois faire ça comme ça », puis je dis « d'accord, je vais le faire ». Donc, je le fais, mais je n'ai pas changé mon attitude de base. C'est le même. Mais c'est juste que je le fais différemment parce que j'accepte de le faire différemment parce que je n'ai pas le choix maintenant. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand j'ai le choix? Ben, si je n'ai pas changé d'attitude, tout simplement, je vais retourner dans mon comportement que j'avais avant. Est-ce qu'on a développé des capacités de changement? Non. Les structures, ils sont pas vraiment mis en place. On a fait ce qu'on pouvait avec les changements. Est-ce qu'on a mobilisé les employés? On n'a pas donné de choix. Ce n'est pas une mobilité, c'est voilà comment on doit fonctionner depuis maintenant. Donc, en fait, on a tous ces faiblesses dans l'organisation, mais on a créé le changement. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a fait la partie la plus dure dans tout processus de changement. Ici, cette partie-là, c'est la partie la plus compliquée, la plus difficile. On a normalement besoin de tout ça pour faire ça, mais dans ce cas-là, on était forcé à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est puisqu'on est dans le confinement pour 3 mois, peut-être 4 mois de confinement, en fait, les choses sont devenues habituelles. Certaines choses sont devenues habituelles, mais non, au début, j'étais mal à l'aise, je ne me sentais pas bien d'utiliser en vidéoconférence, je ne me sentais pas bien de travailler depuis la maison, de contacter des clients, des parents, d'autres personnes depuis la maison. On a dû travailler dans des lieux qui ne sont pas habituels. Tout ça, c'est des changements qui ont eu lieu dans l'organisation, mais sans la stratégie derrière. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait décider, voilà, qu'est-ce qu'on veut garder. L'important, c'est qu'est-ce qu'on veut garder. Donc, si je prends le projet que je suis en train de mener actuellement, je téléphone au directeur général, il y a à peu près un mois en arrière, et je dis, Monsieur le directeur, votre organisation a fait des changements qui sont vraiment importants, des changements dans lesquels ils sont bénéfiques pour l'organisation, mais si on ne fait pas attention, on va retourner en arrière. On va perdre ces changements. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on devrait prendre ce moment-là pour faire une stratégie pour garder ces changements. Et pour ça, j'ai un autre modèle que j'aimerais montrer. Ça, c'est notre situation actuellement. Actuellement, c'est le point A, c'était la situation du changement avant le confinement, ce qui était normal pour nous avant le confinement. Après, on a eu le confinement. Et le confinement a forcé ce changement pour arriver à ceux qui travaillent avec moi, vous savez que je vais dire point B, mais puisque c'est le COVID-C19, j'ai pensé que je vais appeler ce point C19 au lieu de B. Donc, nous, on est actuellement au point C19, COVID-19 qui a forcé le changement. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait depuis ici? On a 3 situations. La première, c'est que j'avais situation A, on est parti en avant, on arrive à la situation actuelle
qui est le COVID-19, notre situation actuelle. Et la question, c'est quand on n'a plus le confinement, quand la situation retourne au normal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, un des exemples, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on veut, c'est tout simplement retourner à A. Un exemple de ça serait, par exemple, chez nous, où on a, dans le projet du changement, un des objectifs principaux, c'était de responsabiliser tout le monde dans l'organisation, à tout niveau. Et donc, la direction était en train de responsabiliser l'encadrement, qu'ils font plus de décisions, qu'eux, ils sont en train de gérer leur personnel plus indépendamment, qu'ils sont en train de prendre la responsabilité, eux, d'organiser les choses sans voir cette dépendance sur la direction. Et donc, il y avait tout ce travail de responsabiliser les gens. Mais ça, c'était A. Arrive le confinement, arrivent tous les problèmes, la direction a automatiquement pris un rôle de direction, directeur. Ils ne responsabilisaient pas, ils n'étaient pas en train de demander les points de vue. Eux, ils avaient l'urgence, ils étaient en train de dire aux gens ce qu'il faut faire. Ils dirigeaient, ils donnaient de la direction. Et ce n'était pas des questions, c'était voilà, maintenant c'est ça et ça et ça. Et donc, on a fait ça pendant quelques mois. Maintenant, quand le confinement est fini, est-ce qu'on veut que la direction continue à diriger dans ce sens-là? Non. En fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'on retourne dans la situation dans laquelle on était avant, qui est donc de responsabiliser les gens. Ça, c'est une situation. Deuxième situation, c'est on a avant le confinement, on arrive ici, on a la situation actuelle. Puis après, on explique aux gens, en fait, cette situation-là, ce n'est pas exactement comme on veut. Oh, puis je commence à expliquer aux gens, ça, il faut changer. Et puis je dis, voilà, ça, il faut qu'on retourne comme c'était avant. Et en fait, avant que j'arrive à finir ça, il y a des personnes qui disent, ah non, 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 pas, non. En fait, on veut garder cette partie-là ou cette partie-là. Il y a quand même des modifications, puisque le confinement a quand même changé certaines choses qui sont bien. Donc, de principe, on aimerait retourner à A, mais on aimerait quand même garder ces parties. D'accord? Donc, j'ai dit, ça c'est une autre version de A prime, comme je dirais en anglais. Alors ici, on a donc un changement pas totalement à A. Après, on a une troisième situation, ici, où j'ai A, situation de confinement, avant, j'ai C. Ce qui est intéressant là, c'est que j'ai la situation avant, j'ai la situation ici, qui est donc la situation actuelle, et mon désir, c'est de garder les améliorations qu'on a eues. Et au lieu de juste dessiner le futur là, ce qui est intéressant, c'est que je mets une flèche ici, puis je mets C ici. En fait, le C ici, c'est garder les changements que j'ai eu lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour garder les changements qui ont eu lieu, j'ai besoin d'un autre projet de changement. Si je ne fais pas un projet de changement ici, je ne vais pas pouvoir garder les changements qui sont là. Et ça, c'est la partie qui est vraiment le plus intéressant, le plus important pour les gens. Et c'est pour ça que quand les gens ils disent, ou quand je lis qu'on a fait ces changements, et ces changements, ils sont dans l'organisation, sont ancrés. On a fait ces changements. Ces changements, ils sont ancrés dans l'organisation. Et l'organisation, elle va rester comme ça. Si je n'entends pas de la part de l'organisation qu'ils ont mis en place un plan de changement pour garder ça dans le futur, en fait, la plus grande probabilité, c'est que tout simplement, ils vont retourner en arrière s'ils ne font pas un plan ici. Ce qui est important maintenant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on crée la stratégie du changement pour un changement qui a déjà eu lieu. Si je prends la Fondation Ensemble et le travail qu'on doit faire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut identifier tous les changements qui ont eu lieu dans l'organisation. Et donc, il y a eu 3 manières de le faire. La première, c'est les conversations avec les différentes personnes. J'arrive et puis je lance des conversations, j'écoute, et chaque fois que j'entends un changement, je dis « Ah, ça c'est un changement ». Ce qui est intéressant quand je faisais ça, c'est que j'ai des directeurs qui disent « Non, ça c'est pas un changement, ça c'est normal ». C'est pas normal et c'est pas comme c'était au point A. C'est différent, mais c'est tellement habituel pour eux maintenant qu'ils ne voient même pas que c'est un changement. Donc, il y a les conversations informelles où on prend les changements, je les note.
La deuxième chose, c'est faire les entretiens avec les directeurs, l'encadrement, les gens clés dans l'organisation pour avoir des questions qui sont ciblées pour essayer de découvrir quels sont les différents changements qu'il y a eu dans l'organisation relatifs à la direction, l'encadrement et l'organisation. La troisième, c'est le plus important, c'est que la majeure partie des gens sont des employés dans l'organisation et eux, ils ont vécu des changements qui sont très importants dans l'organisation, certains qui étaient évidents pour tout le monde et certains qui n'étaient pas du tout évidents. Et donc, on a fait un survey pour tous les employés de l'organisation qui a des questions qui sont cibles pour essayer de découvrir quels sont les changements qui ont eu lieu. Et plus important même, c'est quels sont les changements que les gens ils aimeraient garder quand la situation elle change. Et donc ça, c'est on est maintenant. Maintenant, on a identifié tous ces changements. La prochaine étape pour chacun de ces changements qu'on veut garder, c'est de faire une décision stratégique. Quelle est la stratégie de l'organisation relative à ce changement? Est-ce qu'on a besoin de faire une formation directeur? Est-ce qu'on a besoin de mettre un système en place? Oui ou non? Puis on crée ces micro-projets pour chacun de ces changements. Je sais que c'est contre nature. Avec la direction, quand je prenais des petits exemples, ils ont dit, ben voilà, ça c'est un changement qui a eu lieu. Ils ont pris ça comme fait accompli, ça a eu lieu. Puis après, moi, je les prends, les différents directeurs, je dis, d'accord, quelle est la stratégie de l'organisation relative à ça dans le futur? Est-ce que vous avez mis d'accord sur comment on veut l'utiliser? Ils ont dit non. Puis quand on parle aux différents directeurs, tu vois qu'un directeur pense qu'il va continuer dans cette manière, l'autre directeur, il pense qu'il va retourner dans la manière comme c'était avant, un autre entre deux. Mais en fait, il n'y avait pas de décision de l'organisation, stratégie de l'organisation de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on croit qu'on sait parce qu'on a dû être aligné dans le passé, mais dans le futur, on peut faire ce qu'on veut. À partir de là, je peux aussi demander, est-ce que le leadership a les compétences ou est-ce qu'ils ont changé d'attitude relative à ça? Exemple. Par exemple, un leader qui a fait un changement de comportement. Donc, j'ai fait un changement de comportement, mais pas un changement d'attitude. Moi, j'ai une certaine attitude relative à quelque chose. Mais par contre, on me dit, voilà la règle, maintenant tu dois faire ça différemment. Puisque je n'ai pas le choix, il y a le confinement, il y a les règles, je dis d'accord, je vais faire ce changement, je vais changer mon comportement. Mais en fait, je n'ai pas changé mon attitude de base. Donc, je n'ai pas changé l'attitude, mais j'ai changé le comportement. Donc, le moment que j'ai plus l'obligation de faire ça d'une manière dans laquelle j'étais dit que je dois le faire, et j'ai le choix, mon attitude, il retourne et puis il dit, mais moi, je n'ai pas aimé comme ça, ce n'est pas ma manière de faire. Donc, moi, je vais retourner faire ça comme je faisais avant. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, moi, j'aime comme c'est fait. Ils ont peut-être changé d'attitude et de manière. Ils ont dit, moi, j'aime ça, moi, je vais rester comme ça. Mais si on veut que l'organisation dit qu'on aimerait certains comportements, on aimerait mettre en application certaines choses, peut-être ce n'est pas aux leaders de décider s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Et si on a des leaders qui ont besoin de faire des changements d'attitude, c'est peut-être important. En règle générale, puisqu'on a déjà fait le changement, c'est plutôt des changements d'attitude que des changements de compétences qu'on doit faire. À part ça, les capacités, les structures. Alors, il y a certains changements qui ont eu lieu parce qu'on n'avait pas le choix. On a dû se débrouiller pour certaines situations pour faire des choses. Par exemple, de faire des vidéoconférences. De dire qu'on va le faire, c'est facile. Mais non, structurellement, s'il n'y a pas de microphones sur certains ordinateurs, est-ce qu'on doit équiper les ordinateurs différemment? Si tout d'un coup on dit qu'on doit utiliser le téléphone ou le téléphone privé, ou le téléphone, est-ce que c'est le téléphone privé? Ou bien est-ce qu'on doit acheter un téléphone? Est-ce que si c'est privé, il y a des règles quand on peut contacter, pas contacter, etc. Donc, si tu veux, il y a des décisions. Sur chaque changement qu'on veut faire dans l'organisation, chaque changement qui a lieu, en fait, on doit retourner sur ces trois choses pour dire est-ce qu'il y a quelque chose qui manque là? Et si oui, on doit mettre ça en application. À partir de là, on accumule tous ces micro-projets dans un projet de changement. Et là, on retourne comme si c'est un projet d'origine, le Nous Ensemble ou n'importe quel autre projet de changement dans une organisation. On doit prendre tous ces changements, on doit comprendre qu'est-ce qu'on veut changer, quelle est la vision qu'on a, dans quelle situation on veut aller à C, dans quelle situation on retourne à A, dans quelle situation on retourne dans un A modifié, qu'est-ce qu'on doit faire comme formation, qu'est-ce qu'on doit changer comme système, comment on va bénéficier. Puis on doit comprendre tout ça, puis surtout,
mettre ça dans une communication aux employés. Ce n'est pas qu'on va les communiquer pour les mobiliser, mais on doit quand même leur communiquer aux gens de qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire et comment on veut effectuer ces changements, parce qu'on aimerait faire ces changements assez rapides pour garder les changements avant qu'ils disparaissent. Donc, on va communiquer ça aux employés. À partir de là, on a la mise en œuvre du changement. Et de là, j'aimerais quand même mettre en lumière certains principes de changement qui sont vraiment importants. Normalement, dans un processus de changement, on suit tout en l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'ordre. Dans ce projet de changement, ce n'est pas la séquence qui domine. En fait, ce qui domine, c'est le temps. On a l'urgence de faire les choses rapidement. Et pour ça, je ne peux que donner un exemple de pourquoi on a l'urgence. Je vais prendre un changement fictif. Disons qu'il y a le gouvernement qui arrive et qui dit à tout le monde, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, tout le monde ne peut que manger 3 repas par jour et à une certaine heure. Et encore pire, il dit, voilà ce que vous mangez, la quantité et le repas est pleinement défini. Tout le monde doit manger la même chose. Et ce sont des repas qui sont extrêmement équilibrés. Et il n'y a pas de dessert et pas de sucreries, autre chose. Donc, c'est très, très sain, très équilibré. On a 3 fois par jour. Et pour boire de l'eau, 3 fois par jour, on ne peut rien boire d'autre. Et puis, on n'a pas le choix. On ne demande pas ton avis. On dit, voilà ce que tout le monde a et vous devrez manger comme ça depuis maintenant parce que... Mais vous n'avez pas le choix. D'accord. On ajoute une deuxième chose à ce projet-là de changement. Et le gouvernement dit, depuis aujourd'hui, pas de voiture. Personne ne peut utiliser de voiture. Donc, moi, je dois aller au travail, c'est 45 minutes à pied. Donc, j'ai 45 minutes à pied pour aller au travail, 45 minutes pour retourner au travail. Et on commence le changement, que je n'ai pas eu de choix, donc je commence. Premier jour, je mange ce que j'ai à manger, je râle un petit peu, je marche au travail, aller-retour, etc., etc. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je commence à être habitué à ce que je mange, je marche volontiers au travail. 2 mois, 3e mois, j'arrive et déjà, comment ça va ce confinement? Comment ça va cette situation? Je dis, mais tu sais, honnêtement, c'est génial. C'est génial, j'ai beaucoup d'énergie, je me sens mieux le matin, je sors du lit plus rapidement. J'ai perdu 5 kilos, je n'ai pas voulu, mais j'ai perdu 5 kilos avec ce que je mange, avec ce que je fais, je me sens vraiment bien. Je n'aurais pas imaginé ça, mais c'est génial. Et puis, j'aimerais continuer comme ça. Je trouve que c'est bien, je veux continuer avec ça après. D'accord. Donc, le problème, c'est qu'après, une fois que l'obligation s'arrête, le gouvernement dit, vous pouvez manger ce que vous voulez, l'obligation est finie, mangez ce que vous voulez, comme vous voulez, combien vous voulez. Et vous pouvez utiliser les voitures, et tu peux utiliser les voitures pour aller au travail. Et moi, j'arrive et je dis, ben, tu sais, c'était génial ce truc-là. En fait, moi, j'aimerais quand même garder ce système-là parce que je me sens tellement mieux que je vais garder ça. Je me suis habitué, tout est aligné avec ça. Donc, moi, je suis bien, je vais garder ça. Et quelques jours plus tard, je vais manger chez un ami. Il fait à manger, c'était vraiment bien, j'appréciais les différents goûts, les choses. Et on arrive à la fin, et puis sa femme me dit, est-ce que tu veux un dessert? J'ai dit, non, merci, j'ai pris l'habitude de ne pas prendre de dessert, donc je crois que je vais passer. Elle dit, tu sais, je l'ai fait moi-même, c'est un flan au caramel, je l'ai fait moi-même, il est vraiment bon. Oh, ben, si vous l'avez fait, moi, je vais le prendre automatiquement. Je prends ce magnifique flan au caramel. Quelques jours plus tard, je vais manger avec quelqu'un d'autre. J'arrive chez lui, on va pour manger, puis il me dit, ben, Jacques, est-ce que tu aimerais du vin? Ah, mais moi, j'aime bien ce vin. Je n'ai pas bu du vin depuis longtemps, mais oui, volontiers, je prends du vin. Et puis, je prends un verre. Et après, je prends mon 2e verre avec ça, puis je bois mon vin avec le repas. Et ce qui se passe, c'est tranquillement, sur le temps, je vais commencer à retourner sur comment j'ai mangé habituellement. Je vais commencer à retourner les goûts que j'aimais, à retrouver les choses, à boire ce que je buvais avant, d'apprendre l'apéritif à telle heure, de faire les choses. Et puis, je ne vais plus je vais plus marcher pour aller au travail, je vais commencer à utiliser la voiture. Et ce qui se passe, c'est que 2 mois plus tard, si j'étais ici, 2 mois plus tard, je trouve que tous les changements que j'ai faits sont défaits. Jacques, comment ça va? Ah, ça va bien, mais tu sais,
Je me sens moins bien que je sentais avant. C'était quand même dommage. J'avais plus d'énergie avant. Regarde, j'ai repris mes 5 kilos. Je me sens en moins bonne forme que j'étais avant. C'est vraiment dommage. J'ai senti ça. J'étais mieux. Une fois que le changement il est défait, c'est défait, c'est fini. Parce que quand je me sens pas bien ici ou moins bien ici, quand je suis moins bonne forme ici, quand j'ai moins d'énergie, quand j'ai de nouveau mes 5 kilos qui sont de retour, si je veux retourner où j'étais avant, c'est que je mets tout un autre projet de changement qui va faire en fait que je vais prendre cette énergie et puis perdre ces kilos. La situation qu'on a, c'est qu'on a fait le changement. Le moment qu'on arrête l'obligation, le confinement, automatiquement, on va commencer à bouger en arrière. Automatiquement, l'habitude, les résistants, la culture du passé va nous tirer en arrière. La chose qui définit ce changement avec le confinement, qui est tellement différent que tout autre, c'est qu'on a l'obligation de la rapidité de l'action, la rapidité de la mise en application de la stratégie. Donc, si je viens ici, c'est que si même je veux avoir ce C, moi j'ai l'obligation, moi je suis ici maintenant, c'est que j'ai l'obligation de faire la stratégie de l'organisation, de déterminer quels sont les objectifs de l'organisation, si je dois faire une formation, mettre la structure en place, communiquer ça à l'organisation le plus vite possible. Parce que si je mets ça en action rapidement, en fait, je vais garder le C et je n'aurai pas besoin de faire beaucoup de choses ici différentes. Si par contre, je ne fais pas ce changement rapide, en fait, ça va tranquillement retourner en arrière. Si je suis ici, elle va commencer à retourner dans cette direction-là. Et puis à partir de là, de retourner une direction dans le changement, c'est très compliqué et je dois refaire ce que j'ai déjà fait dans le passé et puis venir ici, ce qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a une chose qui est très intéressante et différente avec ce changement relatif au confinement, c'est que comme je disais avant, c'est que étape 1 sur 7, c'est pour faire le changement. Puisqu'on a sauté directement dans le 6 pour faire le changement, on n'a pas développé les compétences de changement, on n'a pas nécessairement développé les infrastructures, les mesures, les coachings, la formation et toutes les choses nécessaires pour gérer le changement. On rattrape ici avec la structure pour l'ancrer. On peut garder les améliorations qui ont déjà eu lieu. C'est de loin le changement le plus facile que toute organisation à faire. Je ne peux que motiver et dire aux organisations, s'il te plaît, fais un projet de changement maintenant, parce que pour très très peu d'investissement, vous allez avoir des changements qui sont très grands et importants. Vous n'aurez jamais une autre fois un projet de changement qui est aussi facile que celui-là. Par contre, c'est que vous jouez contre la montre. Le moment que le confinement est fini, vous êtes en train de retourner en arrière. Et si vous faites ça pas rapidement, vous allez perdre les avantages que vous avez eus. On serait au bar, on va boire des bières et vous allez dire, tu te rappelles quand c'était comme c'était bien, malheureusement on a retourné en arrière. Et à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Là, c'est un projet très compliqué pour retourner au nez. Prends les améliorations, fais les changements, prends le bénéfice de cette situation et améliore l'organisation.